Ici Jean-Dominique Leduc et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025. Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez. Guy Delisle, salut! Salut! L'album s'intitule Pour une fraction de seconde et qui s'intéresse donc, évidemment, à l'histoire de la photographie, mais aussi au cinéma, au mouvement à proprement parler. C'est un album que tu portais en toi depuis longtemps? Ouais, comme à peu près tous mes albums, hein, maintenant, ça tourne en boucle pendant des années. Et maintenant, c'est rendu que faire des livres, c'est vraiment quasiment de se débarrasser des trucs obsessionnels qui tournent. Et une fois que c'est fait, ça fait du bien parce que ça existe et on n'a plus à y penser. Donc celui-là, oui, je le traînais depuis un bout de temps parce que moi, Muybridge, je l'ai connu quand j'ai fait des études au Sheridan College à côté de Toronto. J'avais son livre en dessin animé. Tout le monde avait ça et c'était une référence sur le mouvement qui est encore inégalé, je pense. Ouais. Et donc, voilà, j'avais son livre. Plus tard, j'ai appris l'histoire de sa vie et je me suis dit, ben voyons, il a fait non seulement de la photo de paysage, de la photo de mouvement, il était le premier à saisir le mouvement, et après, de la projection, meurtrier, et j'en passe. Donc, je me suis dit... C'est une vie incroyable! Je me suis dit, wow. Et comme beaucoup de gens, des pionniers de cinéma puis de photo, ils sont assez oubliés, donc je me disais, quand j'ai creusé un peu pour savoir son histoire, lire des biographies, c'était qu'en anglais, il n'y en avait pas en français, et je me disais, les gens qui le connaissent, c'est les gens qui ont fait des études de cinéma ou de dessin animé. De photo. Ou de la photo, ouais c'est ça, comme lui embrasse un peu tout ça, et je me dis, bon, ça ferait de toute façon, je me suis surtout dit, ça ferait une bonne histoire, parce qu'il s'est passé pas mal d'affaires dans sa vie. Est-ce que je me trompe si j'affirme que c'est probablement l'ouvrage qui t'a exigé le plus de recherche? Ben, oui, parce que les autres, c'était souvent à partir de mes notes, de mes travaux, toutes les chroniques de voyage. Et quand j'avais travaillé avec S'enfuir de Christophe André, qui était pas mon histoire, ben là, c'était les enregistrements que j'avais fait avec Christophe, que je retransmettais. Mais là, bon, je partais de rien, de son histoire. J'avais écouté un podcast sur sa vie, donc après j'ai lu tout ce que je pouvais sur lui, vu tout ce qu'il y a en cinéma. Mais ça c'est la partie le fun parce que tu passes une avant-midi à regarder un film, à prendre des notes dessus, et tu découpes tout, et en fait tu peux faire ça pendant des années, je pense. Au bout d'un mois, je me suis dit bon voilà, j'avais lu 3 biographies, donc ça suffisait, et j'ai commencé à prendre mes notes personnelles en me disant moi je vais mettre ça dans le livre, et voilà, ça fait beaucoup de recherche. Et après il y en a d'autres qui se rajoutaient parce que je découvrais d'autres trucs. Bon, le livre a duré le temps de le faire 1 an et demi. Après, je redécouvrais des trucs en me disant « Ah oui, il y a aussi ça et ça et ça ». Donc, ça se faisait au fur et à mesure. C'est drôle parce qu'à la lecture de l'album, il m'est apparu une évidence très très claire. Je me suis dit, personne d'autre aurait pu faire ce livre-là comme Guy Delisle. Ouais. Oui, parce que, bon, évidemment, tu as travaillé en animation. On le sait, au niveau, tu as un sens inné du découpage, du mouvement. Lire une planche de Guy Delisle, au niveau de la lisibilité, c'est toujours exemplaire. C'est toujours très clair, fluide. On sort jamais de l'hypnose. Et tu racontes cette histoire-là qui est complètement rocambolesque. Et il y a un moment où on se dit, mais on peine à y croire tellement cette vie-là se peut pas. Tu sais, cet homme-là a été plein de choses. Et aussi, c'est quand même fou, parce que quand on lit ça, on découvre qu'en fait, c'était un riche industriel qui était convaincu, lui, qui aimait les chevaux, et qui était convaincu qu'il y a un moment où le cheval ne touchait pas le sol au galop. C'était une obsession. Et donc, il s'est payé ce type-là pour structurer une espèce de studio extérieur pour prouver qu'il avait raison. Voilà, c'est un peu le Elon Musk de l'époque. J'osais pas le dire, mais c'est le gars le plus riche des États-Unis à l'époque. Ouais. Et lui, son médecin lui a dit il faut vous calmer parce il travaillait trop, et il s'est orienté vers les chevaux qu'il aimait beaucoup. Il a commencé à gagner des concours et lui, il voulait savoir. Voilà, le grand... il y avait 2 écoles à l'époque, ceux qui disaient que le cheval, quand il courait, mais
eux, ils voyaient la vieille façon qu'on voit les chevaux. C'est-à-dire qu'ils voyaient le cheval étendu, les 2 pattes d'en avant, les 2 pattes d'en arrière écartelées, comme dans les manèges enchantés. Ouais. Et eux, ils pensaient que c'était à ce moment-là que le cheval quittait le sol, et d'autres disaient non, c'est impossible. Il y a toujours au moins une patte qui touche le sol. Ça paraît bizarre aujourd'hui, mais c'était des grands débats. Dans les journaux, on en parlait. Il faut dire que le cheval avait une place dans leur quotidien de tout le monde. Oui, tout à fait. Et des gens qui aimaient la course. Ben oui, c'est un moyen de transport. Voilà. Puis, oui. Donc voilà, les Stanford, lui, c'était les Formule 1, c'était les chevals de course. Les gens les collectionnaient, ils avaient ça en photo chez eux, en dessin chez eux, et des gravures de chevaux célèbres. Et donc voilà, il prend le photographe le plus célèbre des États-Unis, Muybridge, puisqu'il avait déjà eu une carrière derrière lui, parce qu'il était devenu un très grand photographe de paysages. Oui. Ça, je ne savais pas, qu'ils sont très beaux, en fait, quand on voit ce qu'il a fait. Ouais. Ouais. Et avec le côté ancien, antique, c'est très, très chouette. Donc, je voulais en mettre dans l'album. Ça s'est fait au fur et à mesure. À un moment donné, je travaillais sur les photos, et je regardais, je me dis, mais en fait, ils sont libres de droit, on pourrait les mettre, ou on pourrait même acheter les droits s'il faut. Et je me dis, bon, ça me paraît essentiel qu'il y ait des photos. C'est fait. Ah oui. J'ai pas anticipé, c'est-à-dire que je me dis, voilà. Et je voulais pas le mélanger avec les dessins, donc voilà, c'est sur une page à part. Il y a les photos petit à petit de ce qu'il a fait. Comme ça, on voit son travail aussi, c'est assez intéressant. Oui, puis ça permet de valider ce que tu racontes également. Voilà, il était un grand photographe paysagiste, on vient le chercher pour quelque chose qui était impossible. On lui dit, je veux que tu prennes le cheval au galop. Donc, il fallait descendre à une fraction de seconde, mais vraiment 1/1000 de seconde pour l'avoir saisi au mouvement. Alors qu'on était encore avec un chapeau devant l'objectif et à compter jusqu'à 10-12 et à remettre le chapeau. C'est lui qui a inventé l'obturateur qu'on a encore aujourd'hui. Sur le bruit de nos téléphones, je pensais à ça l'autre fois, parce que quand on prend une photo avec les iPhones, ça fait clic-clac. Ouais. Ça reprend la mécanique de l'obturateur. Donc, Muybridge est toujours encore dans nos photos digitales. Ça me fait un peu rire. Mais tu évoques aussi le système dans le film La Matrice de Matrix. Oui, là, il est beaucoup, parce qu'en fait, c'est exactement la même technique, donc de développer le mouvement, développer les appareils photo, en avoir 12, et que le cheval déclenche la photo en courant. Ben là, c'était Keanu Reeves qui est déclenché. Il y en avait plus d'une centaine sur un rail, et ça fait tout un mouvement qui dure sur une fraction de seconde, qui est étalé sur 1 seconde et demie, 2 secondes. C'est magnifique. Ils l'ont utilisé de façon iconique, parce que c'est la grande scène du film que tout le monde a retenu. Et c'est quand même fou de savoir que cette technologie-là remonte à l'époque. Ouais. Et d'ailleurs, qui avait coûté très très cher. Là. Ça aussi, c'est faramineux l'argent qui a été investi. Ouais, on estime aujourd'hui que pour le cheval, donc pour les appareils photo qu'il fallait qu'il achète, ils ont construit un petit emplacement, ils ont mis du blanc. Parce qu'ils ne pouvaient que se permettre d'avoir une silhouette, sinon c'était trop compliqué. Parce qu'il n'y avait pas aussi la vitesse, il descendait à 500, à 1/1000, et ils ont électrifié tout ça. On calcule aujourd'hui que ça coûterait pour $1 million pour avoir la photo du cheval au galop, qui après a changé beaucoup de choses, parce qu'elle est à l'initiative. Il y a eu des impacts différents que j'ai voulu développer, parce que moi, faire une biographie d'un gars, oui, mais de l'isoler de tout ce que ça a eu comme conséquence, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de montrer l'impact, le contexte dans lequel lui a évolué. C'est le début de la photo, c'était quoi? Et après, l'impact que ça a eu sur la photo, sur la peinture, et puis sur le cinéma. Donc, tout ça était intéressant, parce que après, on ne peut plus voir le cheval comme on le voyait avant, c'est-à-dire comme De Gaulle le dessinait dans le derby d'Epsom. Voilà, le cheval qui saute comme un crapaud, c'était plus possible de faire ça, parce que les gens ont intégré le mouvement du cheval en se disant « Ah oui, d'accord, c'est comme ça. » Et la révolution, justement, chez les peintres, où tout à coup, la fonction même de représenter la réalité, la photographie le faisait. Donc, ouais, la photographie montrait quelque chose que l'œil humain ne pouvait pas voir, et c'était la première fois qu'on avait cette réalité-là. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est de la magie, en gros. Ouais. On voit quelque chose que personne n'a vu, et c'est devant nous de façon fixe, et on peut le regarder. Ça fascinait les gens. Les gens, ils étaient... C'est une révolution... technologique vraiment incroyable. Oui, c'est dur à imaginer aujourd'hui, mais les gens ont acheté ces images de chevaux, mais on peut pas... Voilà, il a fait la fortune de Muybridge, en fait, voilà, en vendant ces petites photos. Et après, lui, il a voulu les projeter, parce que même ça, les gens voulaient pas croire que le cheval courait. Et même le peintre, le grand peintre Meissonnier, lui disait, on dirait, il dit quand il court, mais quand il revient, il dit, on dirait une araignée qui est morte, qui est recroquevillée sur elle-même. Et il n'arrivait pas à accepter que le cheval pouvait avoir une posture comme ça. Et c'est quand il l'a développé en mouvement devant lui, qu'il a finalement accepté que, ah oui, donc il a arrêté le mouvement, mais après il l'a aussi redémarré. C'est ça qui est assez extraordinaire. Dans des salons, voilà, les gens payaient. Quand il est passé à Paris, Meissonnier, qui était le plus grand peintre de l'époque, donc c'est lui qui faisait la pluie et le beau temps en termes de peinture,
Il y avait 200 peintres qui sont venus chez lui pour assister à ça parce que c'était phénoménal. Il y avait deux gars, il y avait Rodin qui était là. Et on imagine hein, la salle avec tous ces gars, hommes et femmes qui regardaient le petit film de Muybridge, voilà, qui était voilà, un garçon qui aimait bien aussi faire le spectacle, ouais, apparemment. Oui, en tout cas... De plein de façons. Mais c'est vrai que l'aspect magique, on peine à croire, mais c'est vrai que si on se remet dans le contexte, il y a ça. D'ailleurs, Winsor McCay, lorsqu'il avait animé son dinosaure, les gens sortaient de la salle pensant qu'ils étaient fous. Là. C'est vrai? Ah oui, c'était la folie furieuse. Là. Après, il y a aussi des fables hein, qui tournent alentour des premiers films que les gens ont sorti du... Ouais, en fait, non, personne n'est sorti. Il y en a qui ont reculé un peu, mais c'est... Voilà. Un peu comme Muybridge, il y a une fable sur laquelle c'était... un pari entre deux hommes très très riches qui disaient le cheval quitte le sol, l'autre disait le cheval quitte pas le sol. Mais quand on creuse un peu, c'est faux, c'est juste une légende. Elle est jolie, hein, mais en fait c'est Stanford qui a voulu année après année, puis ça a duré sur plusieurs essais, avoir le fin mot, si c'était comment ça se développait. Ouais. J'ai beaucoup aimé, et encore une fois c'est très très habile, mais l'intégration de photographie dans l'album, parce que non seulement ça permet de confirmer ce que tu avances, mais c'est qu'en plus, on est tellement pris dans le récit et dans ta palette de tonalités, de couleurs chromatiques, tout ça. Donc, tout ça est lié avec la photo, ce qui fait qu'on nous sort jamais de l'hypnose de lecture. Mais en même temps, on se perd. Et moi, je me suis retrouvé à me perdre dans les photos, surtout les premières, et à être complètement mystifié par ça. C'est vraiment un choix... c'est vraiment un choix excellent, mais... Il y a aussi, et ça je ne l'ai pas senti parce que j'ai lu un PDF sur la tablette, mais je l'ai fait tantôt avec l'album. Tu as mis dans les marges, dans les gouttières extérieures, alors tu as fait comme le flipbook là, où on flippe les pages et tout à coup, il y a le boxeur, là, la photo du boxeur et le cheval aussi. J'en ai profité parce que le flipbook existe depuis longtemps, même avant le cinéma. Ouais. Et c'est une façon de montrer le mouvement juste avec des pages, en fait, c'est extraordinaire. Moi, quand j'étais jeune, je lisais des pifs, des affaires de main, mais il y avait des petites animations, j'adorais ça. J'en avais fait dans les livres pour enfants, Louis à la plage, Louis au ski, il y avait des petits flipbooks dans les coins. Ouais. Et probablement parce que je viens de l'animation, mais là, ça se prêtait très très bien parce que Muybridge fait ses premières présentations. Je me dis, il faut que j'en profite. Donc voilà, il présente le film, ça va dans le coin de la page. Et après, quand on flippe... Mais il y a plein de gens qui ne le voient pas. Et je leur dis, oui, il y a des petits flipbooks, je leur montre. Il faudrait que je l'écrive dans le livre, attention. Pardon. Attention, flipbook. Donc ça fait partie d'une dimension qu'on peut rajouter au papier. On peut faire la 3 dimensions. Ouais. On peut la faire passer. Pardon. Ça c'est Angoulême. Tout le monde attrape le rhume. Et après, on peut aussi faire passer le mouvement. Donc c'est assez magique quand même. Oui, puis ça bonifie, moi je trouve, l'expérience. Tout à coup, il y a cet aspect ludique-là supplémentaire qui nous permet vraiment d'apprécier à juste titre cet album-là. Et ça nous remet un peu dans la technique de l'époque parce que ça a commencé avec des flipbooks et après ça a été des films. Et au niveau de la couleur, en fait, moi j'ai repris, lui il travaillait avant les plaques instantanées, il travaillait avec du collodion humide et ça donne une espèce de couleur, c'est pas du noir et blanc gris, c'est du noir et blanc un peu violet-marron quand ça dégrade. C'est ça. Et quand on regarde les photos aujourd'hui, ils ont ce côté sépia. Et donc, en fait, j'ai repris des couleurs d'une des photos de Muybridge et j'ai fait toute la première partie de l'album en vieilles couleurs de photos de l'époque. Alors, l'album est d'ailleurs en lice pour le prix du meilleur album, prix que tu as remporté pour Chronique de Jérusalem en 2012. Qu'est-ce que ça change dans une vie d'auteur de remporter un tel prix? Un écho assez... c'est dans un petit monde hein, de la BD. Après, moi, je me suis fait inviter dans beaucoup de festivals à l'étranger parce que je pense qu'avoir un label, le prix du meilleur album, ça fait parler. Le livre s'est sûrement mieux vendu grâce à ça, même s'il y avait déjà un gros mouvement avec... c'est ce qui fait aussi peut-être que le prix, que je l'ai gagné. Donc... ça change les choses, mais c'est pas comme gagner un Oscar. Hein. Tu gagnes le prix de la meilleure BD dans le festival d'Angoulême, ça fait extrêmement plaisir. Ça, je le cache pas. Je sais pas cacher mon plaisir non plus. Et puis voilà. Bon après, on continue sa carrière, on fait des albums, on est en lice, et puis ça rappelle des bons souvenirs de 2012. On verra ce qui va se passer. Oui, parce que alors là, ça ne concerne que moi ce que je vais avancer, Guy.
je vais émettre une opinion. T'es prêt? Mais Bon. Alors évidemment, ton œuvre témoigne de l'excellence de ton travail. Quand j'ai terminé la lecture de Pour une fraction de seconde, je me suis dit, voilà le meilleur album de Guy Delisle en carrière. Ah ouais, c'est drôle. Ouais, moi, j'ai fait cet album-là en me disant, tiens, moi j'aime les biographies, j'en lis, et puis il y a beaucoup de livres de littérature, notamment des livres de Jean Echenoz sur Ravel, sur Zatopek, qui sont par moi des délices de lecture, et j'ai toujours eu envie de faire une biographie en me disant... Moi, je raconte ma vie, mais je me dis, il y a quand même des gens qui ont eu des vies pas mal plus extraordinaires. Ce serait le fun de travailler sur un sujet de même, mais d'utiliser ma façon de raconter les choses. Donc voilà, c'était l'idée du livre. Je suis content que ça t'ait plu. Mais c'est parce qu'on te sent tellement animé et investi du sujet. Et c'est pour ça que d'entrée de jeu, je t'ai dit, pour moi, il m'apparaissait clair à la lecture que personne d'autre que toi aurait pu faire cet album-là de cette manière-là. Ouais, parce qu'après faire une biographie juste straight flush, bon, ça me faisait pas tellement envie, mais d'avoir le contexte, c'est-à-dire que d'expliquer ce que les gens vivaient au début de la photo. Moi, quand je lisais des documents, les gens regardaient des portraits qui n'étaient pas eux, des portraits de gens, et ils étaient tellement fascinés de voir que déjà ça bougeait pas. Ils appelaient ça le miroir permanent, donc moi je trouve ça extrêmement poétique. Et après, ils demandaient, mais les gens sur la photo, est-ce qu'ils peuvent nous voir nous? Comme on les voit eux peuvent peut-être nous voir. Comme si il y a un passage entre les deux. Et moi, je trouve ça extraordinaire d'imaginer ce que les gens vivaient au début et d'essayer de l'expliquer un peu dans le contexte et à partir de ça. Donc voilà, certes, c'est une biographie sur Muybridge, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est tout ce qui tournait alentour de lui et puis les impacts qu'il y a eu. Donc, avec moi, mon principal souci quand je fais un livre, c'est qu'il y a du rythme, qu'on tourne les pages. Donc, quand quelqu'un me dit, voilà, je l'ai lu en une fois, voilà, ça me fait plaisir. En même temps, je me dis, merde, j'ai passé 1 an et demi. Oui, mais... Surtout quand ils me disent, ils l'ont lu vite, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait des petits flipbooks. Oui, ben c'est comme des gens, je me souviens à l'époque où j'étais propriétaire d'une librairie, quand S'enfuir est sorti... Il y a des gens qui sont revenus voir et m'ont dit ouais, je l'ai lu en 15 minutes. Je dis ben non, t'as pas lu l'album, t'as tourné les pages. Parce que tout le travail du cadrage et toute la psychologie passe par le cadrage, par ce sentiment-là. Et donc, mais là, pour une fraction de seconde, les gens qui lisent à une vitesse. Bon, 15 minutes, là, c'est pas possible. Non, impossible. C'est assez chargé. Ouais. Impossible. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours un peu peur d'emmerder les gens, donc j'aime ça qu'il y ait de la matière, en fait, qu'on apprenne des choses, mais du rythme aussi. Donc, quand tu mets trop de la matière, ça m'arrive d'en lire des fois et à un moment, ça me tombe des mains. Donc, voilà, c'est trouver le bon tempo entre de l'action, du rythme, de l'information. Voilà, tout ça, je l'ai appris en faisant les autres livres avant, Chronique de Jérusalem, Birman et tout ça. Donc, je me sers de tous ces outils-là pour me dire, tiens, là, c'est mon sujet, c'est lui, c'est Muybridge, l'époque, voilà, je veux parler de ci, de ça et de ça. C'est un livre. Et voilà. C'est passionnant à lire. Merci. Tu trouves-tu que moi, j'ai trouvé que c'est comme l'histoire, tu racontes les débuts du cinéma d'animation, pas juste du cinéma, parce qu'en plus, tu mets le flickbook, puis tu sais, au début, tu vois que c'est une décortication d'image qui était projetée comme des films d'animation, un petit peu plus que... Ouais, ça s'est fait en même temps, ouais. C'est ça, il y a eu d'abord les premiers films d'animation. Tout ça, ça s'est télescopé. Il y a des gens qui allaient voir les films de Reno que je mets dedans. C'était de l'animation qui passait, mais il avait des grosses bandes de films. Et c'était mon idée de raconter dans le contexte. Et dans le contexte, il y avait une invention par année, voire 2, 3, qui changeaient des choses qu'on utilise encore aujourd'hui. Le vélo, la locomotive qui était là, puis tout à coup, il y avait le télégraphe, et il y avait le son, Edison, et tout à coup, chaque année, il y avait des trucs. Et puis après, le courant alternatif. Donc, en espace de 10 ans, il y a eu, je sais pas, au moins une 50aine d'inventions qu'on utilise encore aujourd'hui. Ouais. Oui, parce qu'on est aux portes de l'ère industrielle du début. Voilà, l'électricité arrive, tout à coup, ils mettent de l'électricité un peu partout, ils se rendent compte qu'on peut déclencher des trucs rapidement. Lui, c'est ce qui a fait qu'il a pu faire l'obturateur et qu'il a pu faire son truc, parce que mécaniquement, ça avait l'air de pas passer son affaire. Ouais. Moi, quand j'ai terminé, j'ai tout de suite pensé au Roi et l'Oiseau. Ta façon de dessiner, qui était un petit peu différente de tes albums précédents. On dirait que c'était plus comme un cartoon animation. Puis, tout de suite, j'ai pensé à ça. Puis, il y avait quelque chose je voyais un lien entre les deux dans la façon comment tu as réalisé tes personnages, tes dessins, ta mise en scène. Mais moi, j'ai trouvé ça magnifique comment tu as réussi à tout faire. Tout décortiquer quand la scène, quand il tire la balle, puis tu as décortiqué. Puis là, tu vois toutes les
il y a des photos célèbres où tu vois une balle qui traverse quelque chose puis s'explose un ballon en même temps. Ça, c'est complètement les ralentis, C'est la chèvre ou le... Ah oui, là, j'ai tombé sur cette anecdote-là et je me suis dit, je peux pas ne pas la mettre dans le livre. Parce que c'était le début de la photo instantanée qui est importante parce que c'est aux États-Unis que ça s'est fait en premier, mais les Lumières en avaient fait une version de leur côté et après ça va changer des choses aussi. Et donc quand la photo est instantanée, ça va beaucoup plus vite. Maintenant on est habitué à ça, mais avant il fallait tout. Avant les gars, il fallait qu'ils transportent tout le laboratoire dans leur dos. Et on calcule que ça faisait à peu près 50 kilos pour aller en montagne, photographier des chutes, et des cours d'eau et puis des montagnes. Donc il fallait être passionné en quelque chose. Et donc voilà, j'avais envie d'expliquer un peu tout ça. Parce que et l'animation. En Inde et à Cuba, ils font encore. Ah oui? Ils ont tous les produits chimiques dans le soufflet. Ils prennent ta photo, ils le mettent dedans, puis tu te ressortent, puis tu avances. Après, moi je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui reviennent à la photo argentique. Oui. Donc, on les voit avec leurs petits appareils photo, Pentax, tout ça, comme moi à l'époque. Et je trouve ça le fun, mais j'ai rencontré un prof de photo. Et lui, ses étudiants, il dit maintenant, il retourne au collodion humide. Ouf! Ouais, donc ils font ça sur de la plaque de verre avec du collodion, de l'argent dedans. Et ils le font, ils développent. Et je lui dis, ah ouais, là, ça c'est un. Là, c'est même pas mes grands-parents, c'est mes arrière-grands-parents. Donc voilà, il y a ce côté, cette envie de la nostalgie beaucoup chez pas mal de jeunes. Mais aussi du rendu, de la couleur, ce que ça donne qui est bien différent de ce que tu vas avoir des impressions numériques aujourd'hui. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans. Comme les premières photos couleurs, parce qu'en fait, c'est arrivé en même temps que le mouvement. Je montre au début, les frères Lumière, ils travaillaient sur un procédé de lumière qui était à base de fécule de pommes de terre qui filtrait les trois. Bon, j'ai pas mis trop de détails là, parce que ça devient technique, mais quand on voit les photos, ça fait des rouges un peu éteints avec des gris. Et les couleurs sont vraiment très très belles. Puis c'est du mercure qu'il y avait dans le placard, c'est tout ça? Ouais, c'est ça qui fait que c'est incroyable. Là, voilà. Je pense que c'est le moment que moi, waouh! Ouais, par un hasard, il a réussi à comprendre que, au tout début, il voulait que le soleil grave, un peu comme on gravait les images à l'époque pour faire de l'imprimerie. Ils imaginaient le soleil pendant des heures qui grave la plaque et après on puisse l'imprimer. Et puis petit à petit, on a fait de l'instantané et là, c'est différent. Ouais. Et c'est un peu par un hasard qu'il a trouvé ça, daguerre. Après, ce qui est bien, c'est que le daguerréotype a été acheté par la France pour que les droits soient partagés dans le monde entier. C'est assez noble. Hein? Ouais. Et les Américains se sont vraiment, ils se sont vraiment plongés dans le daguerréotype et puis ils en ont fait vraiment beaucoup avant pas mal d'autres pays. Ouais. Et sans vouloir divulgacher la finale de ton livre, la dernière page. Ouf. Ouais, c'était un peu imposé. Ça s'est imposé à la fin. Ouais. Je n'ai pas calculé. Mais voilà, il fallait revenir sur le mouvement. Ouais. Oui, c'est un bel indice, ça. Exactement. Guy, je pense que c'est un album parfait. C'est rare, mais celui-là, il est parfait. Puis il est fantastique pour plein de gens qui sont intéressés par le cinéma, l'animation, la photo. Ouais. Fait que quand tu tombes là-dessus, c'est comme wow. Oui, j'ai un prof. Il y a quelques profs de photo qui me disent mais je vais le faire partager avec mes étudiants dans ces cours. Bon, ça fait plaisir. Hein. Hey, Guy Delisle, merci beaucoup d'être passé à ce micro. Merci. Merci, Guy. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca/tribune au pluriel, /catégorie au pluriel, /Angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.